Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, nous rencontrons cette semaine l'homme de théâtre Dave Jenis. Oui, Mathieu. Acteur sur scène comme à l'écran, dramaturge et auteur de littérature jeunesse, Dave Jenis est un Wolastoqey originaire de Trois-Pistoles. Il assume depuis 2017 la direction artistique d'Ondinoc, compagnie de théâtre autochtone avant-gardiste fondée en 1985. Pour Dave Jenis, le théâtre est un formidable outil de rapprochement, de réconciliation et de guérison, une démarche qui fait affleurer les désirs les plus profonds de l'âme. Depuis plusieurs années, il intègre à ses créations des mots de la langue des Wolastoqiyik, le Wolastoqey Latuewakon, afin qu'elle se dépose dans l'esprit du public, qu'elle y germe, qu'elle reste vivante. Au fil de cette rencontre avec Catherine Égaud, notre invité évoque avec bonheur son identité Wolastoqey, mais aussi le territoire, les enfants, les animaux et ses plans pour changer le monde. Dave Jenis, bonjour. Kwekwe. Kwekwe. Dave, vous êtes Wolastoqey. Oui. Qui sont les Wolastoqeyik? C'est le peuple, en fait. C'est tous les Malécites. Ah. J'utilise le terme Malécite parce que, encore aujourd'hui, même si on dit qu'on est Wolastoqey ou Wolastoqeyik, les gens lèvent le sourcil en se disant « Mais qui sont ces... » Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Le vieux terme, hein, Malécite. Mais oui, les Wolastoqeyik, Waasi-Bigoug, c'est nous. C'est Malécite du Québec, du Bas-Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Waasi-Bigoug, c'est le fleuve Saint-Laurent. Où sont-ils établis, les Wolastoqeyik? Un peu partout. Pour nous, au Québec, là, on est un peu éparpillés dans la province. Mais si on s'arrête à, je dirais, le côté plus administratif de notre nation, on est situé à Kakuna, dans le bas du fleuve. C'est assez récent que les Wolastoqeyik ont été reconnus comme nation, n'est-ce pas? En 89. Ont été reconnus par le gouvernement fédéral, mais on sait très, très bien que les Wolastoqey ont marché dans ce territoire-là bien avant. Avant d'arriver au Québec, les Wolastoqey étaient au Nouveau-Brunswick. Et ils ont descendu le grand fleuve Saint-Jean qui traverse le Nouveau-Brunswick. Et en descendant ce grand fleuve-là, se sont dirigés vers le fleuve Saint-Laurent pour revenir à la pêche. Et c'est là que les gens commencent à s'établir. Vu que c'est un peuple nomade, que nous sommes un peuple qui se disperse, qui se promène au gré du vent, au gré des saisons, au gré de la nourriture qu'on peut trouver, ça fait en sorte que c'est un peu plus difficile ensuite de ça de créer une communauté ou une réserve, comme j'aime pas trop le dire, là, mais... Qu'est-ce que ça a changé qu'elle obtienne le statut de nation autochtone au Québec et le statut d'Indien inscrit au Canada? Politiquement, ça change énormément la donne. Ça veut dire qu'il y a justement une reconnaissance. Moi, ce que je trouve le plus important dans cette reconnaissance-là, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une nation, qu'il y a une langue, qu'il y a un territoire qui nous appartient et qu'on a le droit d'y être, qu'on a le droit de s'y installer. Politiquement, ça permet d'avoir une parole aussi, une parole à travers l'Assemblée des Premières Nations, mais surtout l'autodétermination. Économiquement, culturellement, on devient fier de qui on est. On devient ancré dans ce territoire-là, puis ça fait qu'on redécouvre qui on est. Parce qu'il faut dire que les Wolastoqey du Québec, comme on est éparpillés partout, on a été éparpillés longtemps à travers la province, c'était très difficile d'avoir une connexion culturelle, d'avoir une connexion avec la langue, avec le chant, le tambour, les aînés, le passé. Le fait de pouvoir se mettre en place, le pied bien ancré dans le bas du fleuve, ça fait en sorte que ensuite on peut travailler avec les Autochtones, les Wolastoqey du Nouveau-Brunswick. Et là, d'avoir des connexions, justement, par rapport à la langue, de trouver une façon d'amener cette langue-là dans notre territoire au Québec par des cours d'apprentissage, la création de portails de langue et ainsi de suite.
Oui. Et de la porter sur scène, parce que vous êtes un homme de théâtre, vous êtes un auteur, vous êtes un comédien, vous êtes aussi le directeur artistique de la troupe Ondinoc depuis 2017. Et vous vous réappropriez en ce moment votre langue et vous la portez sur scène. Oui, c'est très, très important pour moi, en fait, comme auteur, de mettre ces mots-là sur scène. Évidemment, j'ai pas le temps nécessaire pour être très assidu à l'apprentissage de la langue. En fait, c'est une langue de bois, comme toutes les langues autochtones. Donc, je devrais être en immersion pendant 4-5 mois en plein milieu de la forêt et juste parler le Wolastoqey avec plein d'aînés. C'est la meilleure façon de l'apprendre. C'est difficile de l'apprendre par les livres. C'est tellement imagé aussi comme langue. Donc, c'est en prise avec un territoire et avec, avec des pratiques de tellement. Vie. L'identité, la langue et le territoire sont tellement reliés ensemble. Puis ça fait partie de mon écriture, de mon processus aussi. Depuis que j'ai découvert que je pouvais y mettre la langue, que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui la parlaient aussi. Très peu de locuteurs, mais qu'elle n'était jamais morte, cette langue-là. Elle était juste en dormance depuis des années. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour qu'on puisse l'entendre, cette langue-là, qu'on puisse se fermer les yeux puis se dire, aïe, ça existe encore. Et comme je suis un auteur de théâtre, ben, la meilleure façon, c'était de la mettre en scène, c'était de l'écrire, de l'utiliser. Et c'est ma façon à moi de la transmettre. Ça serait par mes livres, par mes écrits. Qu'est-ce que ça produit comme effet sur le public, le fait d'entendre une langue qu'il ne comprend pas et que vous ne traduisez pas non plus nécessairement dans vos pièces? Je crois que ça va de soi avec l'énergie que j'amène aussi dans mes mises en scène. Ce côté très calme, très envoûtant. Envoûtant, oui, je pense, spirituellement, dans toute la façon de faire le Ondinoc, comme je l'ai appris en étant un genou. Vous avez été formé par Ondinoc. Oui, j'ai été formé avec Ondinoc. Donc, ça nous permet de laisser aux spectateurs cette opportunité de se laisser prendre au jeu, puis de juste voyager avec cette langue-là. Puis j'ai jamais eu personne qui me dit « Hey, on comprend pas, pourquoi tu le traduis pas? » Il faut des surtitres. Il faut des surtitres. Non, j'ai jamais eu Puis je pense que la manière qu'on monte parfois les scènes ou qu'on fait la direction d'acteurs, les gens ont pas besoin nécessairement de comprendre. Ils ont juste à regarder ce qui se passe sur scène. Ils sont capables de se faire eux-mêmes leur propre chemin. Ça ajoute peut-être aussi au caractère rituel dont Ondinoc est très spécialiste, c'est-à-dire le fait de devoir s'abandonner à quelque chose qu'on ne comprend pas intellectuellement. Ah, pour moi, c'est ça le théâtre. C'est de s'abandonner, d'arriver à un endroit, d'être déstabilisé, de ne pas comprendre. Sinon, c'est trop facile de s'asseoir. Oui, ça fait du bien une fois de temps en temps d'aller au théâtre et tout comprendre, mais ça fait du bien aussi d'aller au théâtre et de rien comprendre. Puis de sortir et de se dire, qu'est-ce que j'ai vu? Alors ça, pour moi, si le lendemain, on se réveille, on dit, qu'est-ce que j'ai vu hier soir? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est bon signe. Ça veut dire que c'est un théâtre qui vient nous remettre en question, nous poser des questions sur la vie en général, surtout. Puis le théâtre d'Ondinoc, c'est un peu ça. J'ai appris à le faire de façon très spontanée, très crue, très vraie aussi dans sa démarche, par improvisation, par recherche, avec le mouvement, tout ça. Oui, parce que le mouvement, c'est très important dans votre théâtre. Et les objets aussi, les marionnettes, les objets. Théâtre d'objets. On a travaillé beaucoup et on le fait encore avec les pierres, les os d'animaux. C'est très rituel. En fait, le théâtre Ondinoc, quand il a commencé avec Yves Durand et Catherine Jonca, c'était ça. C'était une main tendue aux spectateurs non autochtones pour leur montrer ce théâtre mythologique, cette façon de faire ce théâtre-là cérémonial. Et moi, je peux pas me dissocier de ça. Oui, je suis un acteur et un metteur en scène et un auteur qui écrit des choses contemporaines, mais au fond de moi, il y a toujours ce petit côté mythologique, ancestral, qui est pour moi important. Quelque chose de plus grand que nous. De plus grand que nous, puis qui est très important dans mes mises en scène, dans ma façon de diriger aussi mes acteurs.
Ouais. Ondinoc a été fondée en 1985. C'était la première troupe autochtone du Québec. Ouais. En 2017, quand vous êtes devenu le directeur artistique d'Ondinoc, vous avez écrit un texte dans le magazine Tikartok, Oui. dans lequel vous disiez que vous ne vouliez pas être l'Indien de service. Oui. Et en même temps, vous disiez qu'il faudrait bien que les théâtres institutionnels s'ouvrent aux Autochtones. Ça, c'était évidemment l'année du 150e anniversaire de la Fondation du Canada en tant que pays, 375e de Montréal. Alors, comment est-ce que vous négociez entre ces deux pôles-là? C'est-à-dire, on ne veut pas être l'Indien de service, mais en même temps, on est profondément autochtone, puis on voudrait que les théâtres institutionnels s'ouvrent un peu à nous. Comment est-ce que vous négociez dans ces eaux-là, vous qui êtes un homme du fleuve? J'aime faire des entrevues parce que souvent, on me rappelle qu'est-ce que j'ai écrit. C'est quelle année, ça? 2017. 2017, hein, juste avant de rentrer en poste, Oh, oui, je pense. oui. J'étais Oui. tout nouveau. Vous alliez entrer en poste. Oui. C'est facile de voir les gens dans leur franchise, dans leur façon de vouloir travailler avec nous. On le sait tout de suite quand on est un Indien de service ou quand il y a vraiment un désir d'apprendre à nous connaître comme artiste, comme compagnie, comme auteur, metteur en scène. J'ai écrit cet article-là parce que je me souviens que quand il y a eu justement le 375e de Montréal, à la fin, à environ 3, peut-être 1 mois ou 2 mois des célébrations, la ville s'est réveillée. Hey, on n'a rien d'autochtone. Qu'est-ce qu'on fait? Où sont-ils? Où sont-ils? On va appeler Ondinoc. Oh, voilà. Mais je suis désolé, mais moi, je peux pas créer quelque chose en 1 mois. Puis je trouve que aussi c'est un... je trouve que c'est manquer de respect en qui nous sommes, puis surtout une institution comme Ondinoc qui existe depuis 37 ans et qui, là, existait depuis 32, 33. Et envers le processus de création aussi qui prend du temps. Oui, le processus de création. Pour moi, c'est nourrissant quand les deux personnes se prennent dans leurs bras, se serrent la main, prennent le thé ensemble, discutent et créent ensemble une œuvre. Là, pour moi, il y a quelque chose à faire, il y a un lien. Le 150e du Canada, pour moi, ça a été... Je vais être dur, mais c'était une espèce de mascarade où on a mis l'Autochtone en avant-plan. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Rien. Il n'y a pas eu de suite à ça. Il n'y a pas eu, un réel retour, une réelle main tendue. Vous parlez de réconciliation, de se prendre dans les bras. Une de vos pièces, c'est la quintessence de ça, c'est Ktakomik. Oui, Ktakomik. Ça, c'est un projet extraordinaire. Qui veut dire territoire. Voulez-vous nous le raconter? Oui. C'est un voyage de réconciliation avec moi-même, avec ma communauté, mais aussi avec une collègue artiste, je dirais maintenant, une amie. Je pourrais considérer que c'est une amie. Et elle-même au Lastogwe. Oui. Ça a toujours été un peu difficile pour Ivani Aubin-Malo de s'approcher de ce projet-là, d'être avec moi sur scène. Parce qu'en fait, il y avait comme 2 grandes familles y en a plus que... mais il y en avait 2 qui étaient vraiment pas d'accord. Oui, c'est ça. Et vous l'avez dit, viens jouer dans ma pièce, viens sur scène avec moi. On va régler ça sur scène. C'est vrai? Vous lui avez dit, on va régler ça sur scène. Oui, pour vrai. Et elle est venue. C'est extraordinaire. Elle est venue et c'était tout un apprentissage. Ouais. J'avais le goût aussi de me donner un défi, de jouer avec mon corps, le mouvement, la danse, toutes des choses que j'avais jamais fait. Puis c'est ça, j'avais besoin d'un nouveau défi. Et c'est Catherine Jonca qui m'avait dit, tu pourrais peut-être essayer de contacter Ivani Aubin-Malo, elle vient de ta communauté, elle dit, je l'ai vue danser dans un mariage d'un ami, elle est vraiment bonne, elle est intéressante. J'ai fait, OK. Et moi, naïvement, je me suis jamais arrêté au nom de famille Aubin. J'ai appelé Ivani, puis j'ai dit ça. J'ai dit, salut, j'ai entendu dire que tu étais une excellente danseuse contemporaine, mais que tu mélanges aussi la danse autochtone, la danse de Charles. J'aimerais ça te rencontrer. J'ai un projet fascinant sur les Wolastoqey, puis la langue. Et tout. Sans savoir que les 2 familles c'était shakespearien, là. Les 2 familles étaient vraiment à couteau tiré. Oui. C'est ça qui est fascinant, c'est que moi, j'ai tout découvert ça après.
Donc, quand j'ai proposé ce projet-là, il paraîtrait que Ivani avait pris son téléphone puis elle l'a mis sur la table de cuisine. Puis elle a fait entendre le message à des membres de sa famille. Puis elle a fait « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Et il y a des gens qui ont fait « Tu ne fais pas ça! Tu n'y touches pas! » Je sais, Shakespeare. Et il y en a qui ont dit « Je pense qu'il faut que tu le fasses. Ouais. » Et vous l'avez fait. Et on l'a fait. La première fois qu'on s'est créé cette rencontre-là avec Catherine Jonca, qui était notre guide spirituel, mais aussi notre guide de recherche, de création, ça a été difficile. Parce que il y avait beaucoup de difficultés à s'abandonner, d'un côté, à m'approcher. Il y a beaucoup de choses qui remontaient. On a réussi à le faire. Ça a été un peu comme une thérapie. On pleurait beaucoup les deux. Puis quand on s'est revus une année après pour le refaire, c'est comme si tout s'était déposé et on avait compris chacun des choses de notre côté. Puis quand on s'est revus, il y avait quelque chose de beau. Il y avait une plus grande écoute, un plus grand respect l'un envers l'autre. Moi, j'ai vraiment aimé faire ce spectacle-là parce que ça, pour moi, c'était vraiment Ondinoque, la manière de faire le théâtre d'Ondinoque. La guérison. Oui, théâtre de guérison. Et la réconciliation avec les autochtones, on entend tout le temps parler de réconciliation dès qu'on parle d'autochtones et d'allochtones. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous situez là-dedans? Oui. Je dis toujours qu'avant la réconciliation, il faut qu'il y ait une réparation, il faut qu'il y ait un respect mutuel, en fait. On peut faire des ponts pour se réconcilier, mais avant de se réconcilier, il faut qu'on se répare nous-mêmes. Moi, j'ai pas vécu les pensionnats, j'ai pas personne dans ma famille qui a vécu ça, mais j'ai des amis qui ont de la famille qui ont vécu ce passage difficile-là. Il y a des répercussions de génération à génération. Donc, il faut se réparer soi-même. Il faut accepter qu'il y a eu des blessures. Il faut accepter que le passé a été douloureux. Mais maintenant, il y a une nouvelle génération d'Autochtones qui est là, qui ne veulent qu'être vrais, qu'être authentiques, qu'être fiers de qui ils sont. Puis ils n'ont surtout pas le goût de pleurer le passé. Quand on commence justement à accepter ça, là, on peut s'asseoir, puis ça revient à ce que je disais tantôt, on peut s'asseoir, prendre le thé ensemble, puis apprendre à se connaître. C'est ça qui m'intéresse en premier, c'est qui tu es comme humain. Qu'est-ce que tu peux m'apporter à moi et qu'est-ce que moi je peux t'apporter? Qui fait qu'on pourrait grandir ensemble. Ondinoque, c'est un mot Wendat qui désigne un rituel théâtral de guérison qui dévoile les désirs secrets de l'âme ou le désir secret de l'âme. Quel est le désir secret de votre âme, Dave Dennis? Mon désir secret. Je pense que c'est de perdurer avec mes écrits. De donner, c'est ça, je pense que c'est de donner un moment de répit. Je trouve que la vie va vite. Notre vie va vite. C'est une chose que j'ai appris chez Ondinoque. Chez Ondinoque, le temps s'arrête, on dirait. En salle de répétition, oui, le temps, c'est sûr que l'horloge continue à rouler, mais au-delà de ça, le temps s'arrête, puis on respire. On prend le temps de faire les choses. On prend le temps de vivre les choses. Les moments de théâtre, on les vit. Puis je pense que c'est ça que j'aime de mon travail, puis c'est ça que je veux donner. C'est ça qui est en dedans de moi, c'est cette opportunité-là aux gens de venir voir Ondinoque, voir mes pièces, et de s'asseoir et pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, être dans le territoire. J'ai tendance à débuter mes spectacles par des temps. C'est très lent. On met en place quelque chose pour couper justement l'énergie de l'extérieur. Tu sais, on arrive dans les salles, ça parle, les gens sont sur le téléphone, là, tout va vite. Beaucoup d'agitation. Oui, puis là, les lumières ferment, puis paf, souvent le théâtre commence de même. Ben, OK, on est où, là? Puis moi, j'essaie justement de ne pas commencer trop rapide.
Est-ce que vous feriez un lien avec l'écriture jeunesse? Parce que vous avez écrit un livre jeunesse qui a été une pièce aussi d'Andinoc. Oui. Vous disiez que vous étiez naïf, puis là vous dites que tout va trop vite. On parle de l'enfance quelque part. Je suis un enfant. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans l'instant présent, oui. Qui prend son temps pour regarder les petites choses, les petits brins d'herbe, et puis qui s'émerveille. Oh, vous avez le mot juste. Je suis quelqu'un qui s'émerveille à beaucoup de choses. Ouais, je pense que c'est ce côté-là, enfant, naïf, a toujours été très, très présent. Puis c'est pour ça, je pense que j'aime beaucoup écrire le théâtre jeune public. Je trouve qu'on est dur avec les enfants au théâtre, parfois. On considère que les enfants ne comprennent pas, puis il faut tout leur expliquer. Non, il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'expliquer. Ils sont intelligents, les enfants. Même parfois, je pense qu'ils sont plus intelligents que nous quand ils viennent au théâtre. Et la beauté de cette naïveté-là, c'est qu'ils sont présents. On ne peut pas leur mentir. Et ça, c'est une chose que j'ai appris en faisant mon théâtre chez Ondinoc, c'est qu'on ne peut pas mentir aux spectateurs. On doit être là, sur scène, pour vrai. C'est facile d'être en représentation, de jouer. Donc, pour le jeune public, si on n'est pas là, si on ne dit pas les choses comme elles devraient l'être, on a une réaction immédiate. Parce que les enfants, ils parlent. Puis ça, c'est nourrissant aussi. Ils réagissent. Oui, ils réagissent. C'est vraiment bien. Le fait d'avoir un enfant aussi m'a amené à écrire pour la jeunesse. Parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais transmettre de ma nation, de ma communauté, à ma fille. Je disais, je ne perds pas la langue. Alors, quand elle était enfant, je racontais beaucoup d'histoires. J'improvisais des histoires le soir quand elle se couchait, puis et c'est ça. Avec des animaux? Il y a beaucoup d'animaux dans vos textes. C'est un bon véhicule pour dire des choses, les animaux, les personnages d'animaux? C'est drôlement venu, ça. Je ne sais pas pourquoi l'animal est entré dans mes écrits, mais il est nécessaire pour moi. Ça fait partie de mon identité d'auteur. L'animal est toujours présent dans mes textes. Est-ce que c'est un lien avec le territoire? Est-ce que ça fait partie de votre identité autochtone aussi? Je pense que oui. Je pense que ça a un lien avec le territoire. Oui, il y a des animaux, mais c'est souvent des mi-bêtes, mi-humaines aussi. Oui, sur des animaux qui parlent. C'est ça, cette mixitude-là d'être un animal, mais pas nécessairement un animal physique, mais ça peut être l'animal à l'intérieur de soi, ça peut être sa façon de réagir, sa façon de réfléchir. Dans plusieurs entrevues, vous dites que vous voulez changer le monde, que le théâtre doit changer le monde, que la langue doit changer le monde. Alors, mettons. Mettons que je veux changer le monde. Mettons que vous puissiez changer le monde, oui, que vous vouliez. Mettons que vous voyez ça comme un plan d'affaires. Là, vous avez un temps limité pour dire « je change le monde ». Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous changez en premier? L'injustice. J'ai beaucoup de difficultés avec l'injustice. Quelles injustices? Sociales, raciales, il y en a plein. Mais j'ai beaucoup de difficultés en ce moment avec cette injustice qui, je trouve, qui a pris de l'ampleur dans les dernières années. Catégoriser beaucoup de gens, séparer les gens, dire « toi t'es bon, toi t'es pas bon ». L'appauvrissement des gens aussi. La violence économique? La violence économique. Les riches sont encore plus riches, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et nous, on est là, dans ce système où on essaie de trouver notre place aussi comme artiste. Puis je me suis rendu compte qu'avec avec la COVID, l'artiste, c'était pas mal le dernier des derniers en dessous de la liste, là. Hey, aller voir un orchestre, c'est important. Aller voir un spectacle de danse, c'est important. C'est essentiel dans la nourriture de l'âme, c'est essentiel dans la nourriture de l'humain en devenir, de la nouvelle génération qui va prendre place. Le théâtre, ça nous amène à réfléchir autrement, ça nous amène à prendre des positions, à s'élever, à avoir des discussions, à confronter l'autre. Il n'y a plus de confrontation en ce moment non plus. C'est tout noir ou tout blanc, puis on peut pas avoir de juste milieu, tu fais partie du groupe ou pas.
tout ça, c'est ça qui fait gonfler cette injustice-là. Et l'effritement du tissu social. Oui. Ce contre quoi lutte Ondinoc, en faisant corps, en amenant les gens à faire corps entre eux et avec les mythes, avec ce qui est plus grand que nous. Mm-hmm. Oui. Oui. On va aller vous voir dans Ondinoc, Dave Janis. Ça s'en vient. Je suis très heureux de présenter le tout nouveau spectacle jeunesse. Un hymne à la transmission. Mm-hmm. Et avec cette petite Delphine d'Aguac, mes Jamie Poet, Delphine rêve toujours, c'est ça que j'avais le goût d'écrire, un texte sur la perte, cette perte-là de transmission. Et sur le rêve. Et sur le rêve. Sur l'utopie. L'utopie, voyager dans un autre univers. La rencontre d'animaux qui l'aident à découvrir son chemin pour devenir une jeune adulte, en devenir. D'être fier, d'apprendre le chant, le tambour. Ouais. On sera à la Maison Théâtre. On ira vous voir, Ondinoc, c'est essentiel. Oui, voilà, oui. alors, pour reprendre un mot. Woliwon Comac. Woliwon Gomach. Woliwon Gomach. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Apchich. 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 À très bientôt, Dave Janis. C'est magnifique. J'aime ça quand les gens s'essaient au moins. Bon. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'ils sont très timides de le faire. Il y a une pudeur de ne pas vouloir massacrer la langue non plus, mais... On l'essaie, on se reprend et on le dit de la bonne façon. On dit Woliwon Gomach. Woliwon Gomach, Dave Janis. Oui, et Apchich Gnomiol. Apchich Gnomiol. Voilà, ce qui veut dire à très bientôt? Le à bientôt n'existe pas. Le au revoir non plus. C'est jusqu'à ce qu'on se revoie. Jusqu'à ce qu'on se revoie. Merci beaucoup. Merci à vous. Un immense merci à Dave Janis de cet entretien foisonnant et joyeux sur son parcours d'homme de théâtre au Wolastoqey. Merci aussi à Valérian Fournier à la régie et à Arthur Opara pour son fabuleux habillage musical de l'émission Confluent. Confluent est porté par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Vous trouverez notre site web au www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices. Restez d'ici là en l'excellente compagnie de Radio VM et Radio Galilée.